Bien, bah écoutez, heureux de vous retrouver. On va commencer. Donc on s'est vu déjà une fois. Hein, j'ai quatre séances avec vous sur le thème analyse critique des politiques européennes. Donc il y en a la première qui s'est déroulée, je crois que c'était le 1er avril. Il y a 3 semaines, c'était une mise en perspective, une double mise en perspective historique et économique. Je vais y revenir pour embrayer avec aujourd'hui je vais en redire quelques mots. Donc aujourd'hui, je vais traiter des politiques de concurrence sociale et fiscale. La prochaine fois, qui est le 6 mai, la prochaine fois, je traiterai des politique financière et monétaire, donc avec un petit retour au départ sur la crise financière de 2008, parce que sinon on ne comprend pas. Elle a fortement impulsé dans une certaine direction les politiques financières et monétaires. Et la dernière, ça sera la politique budgétaire et les conclusions, parce que je vous l'ai dit et je vous le demande au fur et à mesure des séances. L'idée, c'est quand même d'avoir une vue un tout petit peu plus précise du fonctionnement de l'Union européenne et de savoir ce qu'on en fait. Et savoir ce qu'on en fait, autant sur l'analyse, et j'ai dit je fais une analyse critique parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le fonctionnement de l'Union européenne et sur ses politiques économiques. Et donc beaucoup de critiques à faire, autant ensuite sur comment on fait évoluer l'Union européenne. Là, ça appartient pas seulement à l'économiste et même pas essentiellement à l'économiste, donc il faut faire tourner un petit peu les ménages, mais auparavant il faut bien sûr avoir un certain nombre de matériaux à sa disposition. Ce petit retour sur ce que j'ai dit la dernière fois, cette double mise en perspective historique et économique. Mise en perspective historique, c'était, là je vais simplement rappeler très vite quelques grandes dates. Donc le traité fondateur, d'abord, même s'il y avait eu au départ une première expérience, comme je vous l'ai dit, la communauté européenne charbon et acier au début des années 50, traité fondateur de l'Union européenne, c'est le traité de Rome, donc 1957. Et donc le traité de Rome, il y a d'abord quelque chose qu'il faut avoir ça absolument en tête, c'est les institutions de l'Union européenne, parce que ces institutions, le jeu des pouvoirs a évolué, mais les institutions sont restées celles du traité de Rome. Donc, je rappelle, le Conseil des ministres, qui, comme son nom l'indique, représente les ministres des États membres sur les différents secteurs. Conseil des ministres qui a été et qui détient l'essentiel du pouvoir. Conseil des ministres qui a été complété en 1974 par... excusez-moi. Je ne sais pas comment faire. Bon, je ne faut pas que je bouge peut-être. Qui a été complété en 1974 par le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. Et donc, tout au long de l'histoire, le Conseil des ministres et le Conseil des chefs d'État et de gouvernement est resté l'institution principale, la première institution, celle qui prend les décisions. Et à partir du traité de Lisbonne de 2012, les décisions, l'essentiel des décisions sont prises au sein de ce Conseil européen à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée, c'est 55% des États membres qui représentent au moins 65% de la population. Sauf, et ça va être très important par rapport aux problèmes que je vais aborder notamment aujourd'hui, sauf dans 4 domaines, sécurité, défense, éducation, culture, politique sociale,
politique fiscale, où les décisions sont prises à l'unanimité. Donc ça, c'est la première institution, Conseil des ministres, Conseil des chefs d'État. Deuxième institution clé, la Commission européenne, donc qui formule des propositions, qui prépare le budget et qui met ensuite en œuvre les décisions. Donc, vous voyez l'équilibre déjà des pouvoirs. Le Conseil des ministres, c'est la représentation des États. Et la Commission, c'est l'intérêt communautaire. Depuis 2009, le Parlement européen, dont je vais parler dans un instant, le Parlement européen élit le président de la Commission européenne. La Commission européenne, elle est formée ensuite d'experts, etc., par négociation entre le président et les différents États. Donc Juncker, qui est l'actuel président sortant de la Commission européenne, a été le premier président élu par le Parlement européen. Troisième institution clé, le Parlement européen, qui était au départ une assemblée parlementaire formée de représentants des parlements nationaux, qui n'était pas élu au suffrage universel. Donc il est élu au suffrage universel depuis 1979, et au fur et à mesure des traités, les pouvoirs du Parlement européen se sont accrus, si bien qu'aujourd'hui on est dans un espace de codécision. Les décisions in fine se prennent Conseil des ministres ou Conseil des chefs d'État du gouvernement, mais il faut qu'il y ait eu un compromis avec le Parlement européen. Et dernière institution, la Cour de justice de l'Union européenne, qui assure l'homogénéité de l'application du droit communautaire. Le droit communautaire, c'est à la fois les traités, bien sûr, et les décisions prises en Conseil des ministres ou Conseil européen qui prennent la forme de directives et qui doivent être retranscrites toujours par les parlements nationaux dans le droit national. Donc le traité de Rome, c'est les institutions fondamentales, mais le traité de Rome, c'est aussi des objectifs de politique économique déjà ambitieux, puisque c'est la réalisation d'une union douanière à échéance de 12 ans et la mise en œuvre de politiques communes. Donc, union douanière, je rappelle les termes, parce que ça a son importance, on va le voir pour la suite. Union douanière, c'est plus qu'un marché commun. Un marché commun, c'est l'abolition de droits de douane entre les États membres. C'est-à-dire qu'un marché commun, on abolit les droits de douane entre les États membres. L'union douanière, c'est l'étape supplémentaire, c'est-à-dire non seulement on n'a plus de droits de douane entre les États membres, mais on a le même droit de douane avec l'extérieur. Donc on a un droit de douane unique avec les non-membres de l'Union européenne. Donc c'est quelque chose de très important. Alors je disais, les objectifs du traité de Rome, c'est union douanière et mise en œuvre de politiques communes. Deux politiques très importantes vont être mises en œuvre dans les 15 ans qui vont suivre, 15-20 ans qui vont suivre le traité de Rome. La politique agricole commune. Et donc là, on voit tout de suite l'expression de l'union douanière dans la politique agricole commune. La politique agricole commune, elle est fondée sur l'idée d'abord une préférence communautaire. Et donc pour instituer une préférence communautaire, il suffit d'avoir des droits de douane suffisamment élevés vis-à-vis de l'extérieur pour donner la priorité aux productions des États membres. Donc il y a beaucoup de choses dans la politique agricole commune, mais cet élément-là est une traduction directe de l'union douanière. Et puis il y aura, au début des années 70, la mise en œuvre de la politique régionale. La politique régionale, c'est l'idée d'homogénéiser les évolutions économiques et de faire en sorte que les régions, puisque en général c'est au niveau des régions qu'on attribue des fonds, les régions en retard par rapport à la moyenne dans l'Union européenne se voient affecter des fonds de développement pour essayer de rattraper le retard. Donc, ça c'est très important parce que, justement, dans l'évolution, je vous l'avais dit la dernière fois, les ambitions de politique commune ont reculé
au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est la première date qu'il faut avoir, c'est le traité de Rome, avec sa configuration institutionnelle et cette mise en œuvre de politiques communes. Ensuite, je passe au point essentiel. Deuxième date très importante, c'est la création, en 1979, du système monétaire européen. C'est-à-dire l'organisation d'une gestion commune des taux de change. Auparavant, on était dans des taux de change qui étaient des taux de change flexibles. Selon l'offre et la demande, le taux de change de chacune des monnaies de l'Union européenne évoluait. Donc là, on décide de rétrécir, de revenir à des taux de change fixes et d'organiser la gestion de ces taux de change fixes à travers une collaboration entre banques centrales. Admettons qu'à un moment donné, le franc évolue à la baisse par rapport aux autres monnaies, eh bien les banques centrales vont acheter des francs pour remonter son niveau. Voilà, c'est ça le principe. Bon, si le franc, je prends l'exemple du franc, mais s'il continue à décrocher, après il y aura une discussion pour éventuellement le dévaluer. Mais l'idée, c'est d'instituer une gestion commune des taux de change. Donc 1979. Ensuite, date, alors, elle est presque aussi fondamentale que celle du traité de Rome, parce qu'elle marque une évolution très importante. C'est le traité de l'acte unique, 1986. Donc il institue le marché unique. Alors je vous ai expliqué, marché commun, suppression des droits de douane, union douanière, droits de douane communs avec l'extérieur. Marché unique, c'est non seulement, il n'y a plus de droits de douane, puisque ça c'était dans le marché commun, mais on supprime aussi les barrières non tarifaires. Pour qu'un bien puisse circuler librement, il faut non seulement qu'il n'y ait pas de droits de douane, mais il faut qu'il ait les mêmes conformités. C'est-à-dire que les normes techniques, les normes sanitaires, les normes de protection des consommateurs soient les mêmes, pour que le bien puisse circuler comme ça, comme s'il avait, aussi bien quand il est produit en France que quand il est produit en Angleterre ou en Italie, il a les mêmes configurations. Ça, c'est le marché unique, mais il n'y a pas que ça dans le marché unique. C'est aussi l'ouverture des marchés publics, c'est la liberté de circulation des capitaux, et c'est la liberté de circulation des hommes avec l'espace Schengen. Le marché unique, c'est une date clé parce que dans le marché unique, il n'y a plus de nouvelles politiques communes. C'est le grand marché. Donc c'est un tournant vers une Europe concurrentielle et marchande. Et donc voilà, ça, là je suis dans le rappel des dates clés. Autre date clé, c'est le traité de l'Union européenne. Maastricht, 1992. Donc, Maastricht 1992, c'est le traité qui va créer l'Union économique et monétaire, c'est-à-dire la zone euro. Donc, très vite, pourquoi on crée une monnaie commune en 1992 ? C'est une date, si vous voulez, certes, il y a le système monétaire européen, certes, il y a le marché unique, donc si vous voulez, c'est des avancées en termes d'intégration économique, mais on n'était clairement pas au point à cette époque-là, uniquement en fonction de facteurs économiques, on n'était pas au point de créer une monnaie commune. Mais l'histoire va précipiter les choses, puisqu'il y a deux événements considérables qui se passent extérieurs au fonctionnement de l'Union européenne, qui se passe dans ces années-là, c'est la chute du mur de Berlin, novembre 89, et la réunification allemande en 1990. Et donc, si vous voulez, la réponse collective, il y a une discussion à l'époque, la réponse collective pour entre guillemets, je vais très vite, pour encadrer l'Allemagne, pour éviter puisqu'elle change de puissance en se réunifiant. On va lui proposer la monnaie commune. Donc pour l'intégrer, pour renforcer l'intégration économique au sein de l'Union européenne, sauf que, on le verra, on en reparlera, l'Union monétaire s'est faite aux conditions de l'Allemagne. Donc dans le traité de Maastricht, il y a toute une série de dispositions économiques et monétaires. Il y a le calendrier pour arriver à la zone euro. Il y a les statuts
de la future Banque centrale européenne, donc l'indépendance de la Banque centrale, ça j'y reviendrai, et il y a dans ce traité de Maastricht de 1992, il y a les critères de convergence pour rentrer dans l'euro. Il faut satisfaire un certain nombre de critères. Le plus fameux, le plus célèbre, celui que vous connaissez tous de ces critères, c'est le fameux taux de déficit public qui doit être maximum 3% du PIB, mais il y a 4-5 critères importants qui sont institués par le traité de Maastricht. Dans les dates importantes, ensuite, bon, il y a l'échec du traité constitutionnel européen en 2004, ok. Et ensuite, il y a en 2012 un traité qui a on le verra quand je parlerai de la politique budgétaire, qui a de l'importance. Il a un nom absolument à coucher dehors. Il s'appelle le TSCG, Traité sur la stabilisation, la coordination et la gouvernance. Voilà. Et c'est lui qui impose la mise en place par les États membres, sous le contrôle de la Commission européenne, des politiques de retour à l'équilibre budgétaire. Hein, c'est ce qui va faire en sorte qu'à partir de ce moment-là, chaque année, tous les États membres doivent soumettre leur budget 2 fois par an pour examen et conformité par rapport à ce traité à la Commission européenne. Voilà, donc voilà, les grandes dates. Et après, j'avais terminé en conclusion sur 2 choses. Le Brexit, qui n'est pas fini. Je croyais la dernière fois qu'on en aurait fini, mais non. Donc on est reparti jusqu'au 31 octobre, donc avec un truc totalement aberrant, donc les Anglais qui vont élire des parlementaires pour quelques mois. Alors je rappelle simplement 2-3 choses, c'est que les bases d'un accord sont présents sur le papier, que, encore une fois, l'accord dont il est question ne concerne que la période transitoire, ne concerne pas les relations définitives de l'Union européenne avec le Royaume-Uni. Donc on n'est que sur la période transitoire. Hein, il faut, donc, je veux dire, c'est ça qui rend la chose un peu difficile à comprendre, parce qu'on serait sur une question fondamentale qui est de déterminer les relations définitives entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. On pourrait comprendre qu'effectivement, ça soit difficile à négocier. Mais là, non, on est sur une période transitoire pour solder les comptes. Mais bon, le blocage, je vous l'avais dit la dernière fois, le blocage essentiel, c'est l'Irlande. Hein, voilà. Parce qu'il y a une partie de l'Irlande qui est dans le Royaume-Uni. Donc si on met fin à l'union douanière, etc., ça veut dire que les Britanniques reprennent leur politique de droit de douane et donc éventuellement rétablissent des contrôles. Eh bien oui, si on met des droits de douane, il faut de temps en temps contrôler. Donc entre les 2 Irlandes, et ça, si vous voulez, les pays de l'Union européenne ont exclu par cette fameuse clause qu'on dit de backstop, c'est-à-dire le refus, tout au moins dans la période provisoire, de rétablir une frontière entre les 2 Irlandes, parce que le processus de paix est lié. Et on l'a vu, il y a encore eu un mort il y a 15 jours, hein, c'est pas de la rigolade. Hein. Et donc on s'imagine très bien que s'il y a des contrôles, vous voyez, des contrôles un peu rigoureux aux frontières, ça peut tout de suite dégénérer. Voilà. Et donc les négociateurs de l'Union européenne n'ont pas voulu prendre cette responsabilité, donc on inscrit cette clause, et là ça bloque, parce que notamment, pour des tas de raisons, mais parce que la majorité de la Première ministre, elle tient à un petit parti unioniste qui ne veut absolument rien céder sur cette question-là. Bon. Donc on verra bien. Et le dernier point dans cette mise en perspective historique, c'était la question de l'élargissement. Parce que là, je vous ai représenté les principales dates, mais ce que vous aviez aussi, ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est que il y avait 6 États membres au départ, on est à 27, 28, hein, 27, 28 quoi. Aujourd'hui, et donc il y a eu des vagues successives d'élargissement. Et donc, il y avait je ne sais plus qui. J'avais pas eu le temps de répondre la dernière fois. Il y avait une personne qui m'avait posé une question sur l'élargissement. Je ne sais pas si elle est là. Bon, elle n'est pas là. Bon, j'y reviendrai peut-être dans la discussion, parce que
parce que c'est une contrainte extrêmement forte, l'élargissement. Hein. L'élargissement. Jusqu'aux années 2000, les élargissements se sont faits, disons, en gros, au sein de l'Europe de l'Ouest. Hein, puisque dans les années 70, c'est le Royaume-Uni, le Danemark, l'Irlande. Dans les années 80, c'est les pays méditerranéens, Grèce, Espagne, Portugal. Dans les années 90, c'est l'Autriche, Finlande, Suède. Là, on a 15 États membres, mais qui ont une certaine homogénéité sociale. Avec l'élargissement aux pays de l'Est, il va y avoir une profonde césure. Et donc, on va en voir les marques en matière de politique sociale. Mais donc, éventuellement, si j'ai un moment, je dirai tout à l'heure un mot sur les questions d'élargissement. Alors, la deuxième mise en perspective, là, ça va aller très vite. Ça, c'était la mise en perspective historique. Et j'avais mis la mise en perspective économique, parce que le monde change. Au tournant des années 80, on rentre dans une économie mondialisée et financiarisée. Alors, c'est, si vous voulez, le point, parce que c'est facile à s'en souvenir, le moment historique qui marque cette rupture, c'est l'arrivée conjointe de Thatcher et Reagan au pouvoir. Et donc, on rentre, le monde change de base, on change de cadre économique, hein. C'est ce qu'on a appelé la mondialisation financière, c'est-à-dire la fin de l'encadrement du crédit, tout ça j'en reparlerai, la libération des mouvements de capitaux, la liberté d'établissement bancaire, l'indépendance des banques centrales. Donc voilà, il y a un ensemble de réformes qui se mettent en place, d'abord Royaume-Uni, États-Unis, et puis dans l'Union européenne. Et il y a en même temps, il y a un nouveau corpus idéologique. Il n'y a jamais dans l'histoire, dans toutes il n'y a jamais de grands mouvements de changement dans le cadre économique qui ne soient accompagnés en même temps d'un changement dans les modalités de pensée. Il y a le cadre, et puis il y a une structure idéologique qui lui donne sa consistance. C'est ça qu'on a appelé le néolibéralisme, qu'on pourrait résumer sous l'idée suivante, c'est que le marché est le régulateur suprême. Donc, alors, ce changement du cadre économique qui intervient au début aux États-Unis et au Royaume-Uni, il va rencontrer et renforcer une politique fondatrice de l'Union européenne, qui était la création d'un marché unique. Ce changement de cadre va renforcer ce trait constitutif qui était présent, mais pas seulement. Il y avait autre chose aussi au départ. Et donc le traité de l'acte unique, comme je vous l'ai dit il y a un instant, c'est une certaine orientation de l'Union européenne, c'est la concurrence interne. On va le voir dans un instant, c'est-à-dire la concurrence fiscale, sociale à l'intérieur de l'Union européenne. C'est la concurrence externe avec les traités de libre-échange, avec la recherche de traités de libre-échange avec les autres membres les partenaires non membres de l'Union européenne. Et c'est l'absence de nouvelles politiques communes. Donc voilà, ça c'était ce que j'avais en gros... c'est le rappel de ce que j'avais dit la dernière fois. Donc aujourd'hui, je vais traiter politique de concurrence sociale et fiscale. Et donc, je vais commencer par la politique de concurrence sociale. En gros, je vais la présenter de la manière suivante. Hein. Quelles sont les bases de la concurrence sociale? Ensuite, comment la France s'inscrit dans la politique de concurrence sociale. J'ai pris la France parce que ça nous est beaucoup plus familier, mais je veux dire, je pourrais décalquer totalement ce que fait la France par rapport aux autres pays. Et c'est ça qui est un peu dramatique, parce que on se tire tous une balle dans le pied. Et donc, les bases de la concurrence sociale. Ensuite, la manière dont la France s'inscrit dans cette politique de concurrence sociale. Et après, les conséquences. Parce que cette politique de concurrence sociale, elle a des conséquences en termes d'inégalité, en termes de précarisation, etc.
Donc les bases de la concurrence sociale. Les bases de la concurrence sociale, il y en a 3. Il y a les cotisations sociales, les salaires et le droit social. Donc les cotisations sociales, un exemple simple, pour vous rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour que vous compreniez, c'est le travail détaché. Le travail détaché, si vous voulez, le travailleur qui est détaché, il est censé être payé au même salaire horaire que son collègue français sur un chantier. Alors ça, on pourrait... Là, il y a déjà beaucoup d'entorses sur le fait qu'il n'est pas tout à fait payé au même niveau de salaire que le français, parce qu'on lui retient des frais de restauration, etc. Bon. Des frais d'hébergement et tout. Mais la grande différence du point de vue de l'employeur, c'est que l'employeur, il va payer les cotisations sociales du travailleur détaché au niveau de son pays d'origine. Et donc la plupart du temps au niveau du pays, Roumanie, Pologne, etc. Voilà, c'est ça la grande différence. Et donc vous comprenez pourquoi le nombre de travailleurs détachés n'a fait que croître et embellir au cours des dernières années. On est aujourd'hui en France à plus de 500 000 travailleurs détachés. Pourquoi ? Et donc là, on est dans une dérive, parce que, si vous voulez, il y a, dans un grand nombre de cas, le travailleur détaché n'est pas issu d'une entreprise véritablement existante en Pologne, mais d'une création pure et simple, d'une boîte à lettres qui permet d'embaucher des travailleurs polonais pour les amener, polonais ou autres, en France. Donc il y a eu une réaction du Conseil européen en octobre 2017 qui a un peu encadré le système, mais qui pourrait éviter qu'il ne dérive trop, donc qui a limité le détachement à une durée de 12 mois, éventuellement prolongeable sur 6 mois. Hein. Voilà. Mais la différence de cotisation sociale n'a pas été estompée. Or, c'est là que réside le gros problème. Et rien, c'est ça, pour vous le faire toucher du doigt, rien que ce meilleur encadrement, cette limitation du travail détaché à 12 mois, plus éventuellement 6 mois supplémentaires, ça a pris 2 ans de négociation. Et ça sera applicable seulement en 2022. Voyez le boulot, ça vous donne l'idée. Quand on parle en matière sociale, et on verra aussi en matière fiscale, comment c'est extrêmement difficile d'avancer. Donc, les bases de la concurrence sociale, c'est les différences de cotisation. Déjà, premier point. Deuxième point, c'est les gros écarts de salaire. Et ça, c'est là où l'élargissement joue un rôle très différent, si vous voulez. C'est sans commune mesure entre quand on intègre la Bulgarie que quand on a intégré le Portugal ou la Grèce. Donc là, juste les gros écarts en matière de rémunération du travail. Je prends le plus bas. Le salaire horaire en Bulgarie, c'est de 5 euros. 5 euros. En France, c'est 36-37 euros. Pareil en Allemagne. Et c'est 44 euros au Danemark. Donc vous voyez l'amplitude. Donc vous comprenez, c'est ce que je vais expliquer un peu plus loin, pourquoi les grandes entreprises délocalisent et pourquoi elles recrutent des sous-traitants en pagaille dans ces pays-là. Et le troisième élément de la concurrence sociale, c'est les réformes du droit du travail. Les réformes du droit du travail qui toutes tentent à réduire, je vais en parler dans un instant pour la France, les protections offertes par le droit du travail. Donc c'est une manière indirecte de réduire le coût de la rémunération du travail, hein, en abaissant les protections. On va le voir. Et là aussi, là, les lois qui ont donné l'impulsion dans ce domaine-là, juste, il faut s'en souvenir parce que ça a été un peu emblématique dans l'Union européenne, c'est les lois Hartz en Allemagne en 2003-2005. Voilà. Donc, vous voyez, les bases de la concurrence sociale, c'est les cotisations sociales, c'est les rémunérations, c'est le droit du travail. Voilà. C'est à partir de là que s'exerce. Donc, comment la France s'inscrit dans cette politique de concurrence sociale ? D'abord, la baisse des cotisations sociales. Et là, le point d'orgue, c'est, vous en avez tous entendu parler, c'est le CICE. Les baisses de cotisations sociales avaient commencé bien avant le CICE. Mais le CICE,
les a amplifiés. Hein, c'est-à-dire que le CICE, c'est un crédit d'impôt. Il est inauguré à compter de 2013, il est complété en 2014. C'est-à-dire que les salariés payés entre 1 jusqu'à 3,5 SMIC sont exonérés de cotisations sociales. Hein, enfin, ils ne sont pas exonérés. Ça veut dire que l'employeur ne paiera pas. Voilà, c'est pas eux. Il aura un crédit d'impôt. Il a un crédit d'impôt, vous voyez ce que c'est. C'est-à-dire que l'année d'après, on va leur rembourser, hein, dans la fourchette 1 à 3,5 SMIC, on va rembourser à l'employeur le montant des cotisations sociales qu'il a payé pour ces travailleurs-là, crédit d'impôt. Depuis janvier 2019, ce crédit d'impôt sur les cotisations sociales a été transformé en une réduction directe des cotisations sociales. Donc il n'y a plus le crédit d'impôt, c'est-à-dire un remboursement l'année d'après. Là, on déduit directement pour l'employeur les cotisations sociales. Et donc cette année, c'est un coup double, hein, puisqu'il y a le crédit d'impôt de 2018, plus la réduction à partir du 1er janvier, ça fait 2 fois 20 milliards à peu près, le montant. Donc ça, c'est la première manière dont la France s'inscrit, si vous voulez. Vous voyez, c'est pour l'employeur, c'est le fait de ne plus avoir à payer des cotisations sociales, d'une manière ou d'une autre, par un crédit d'impôt ou par une réduction directe, c'est une baisse de la rémunération, donc du coût de la rémunération du travail dans la concurrence internationale, puisque c'est fait en ce nom-là. Deuxième point de la manière dont la France s'inscrit dans la concurrence sociale, c'est le recours massif des grandes entreprises à la sous-traitance. Donc là, vous avez, toutes les grandes entreprises ont des politiques volontaristes de développement de la sous-traitance. Et on regarde les accords automobiles qui ont été signés il y a 2 ans, aussi bien chez Renault que chez PSA. Ces accords automobiles donnent des objectifs chiffrés, non seulement d'élargissement de la sous-traitance, mais de positionnement géographique de cette sous-traitance, c'est-à-dire d'externalisation de la sous-traitance à l'extérieur des frontières françaises. Et donc, si vous vous souvenez, ce problème, parce qu'il illustre tout à fait ça, ce problème qu'il y a eu, pas l'été dernier, l'été d'avant, avec une entreprise de la Creuse, GMES. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un conflit social qui a duré, une entreprise de 300 salariés au milieu de la Creuse qui... Voilà, et la raison, c'est qu'elle était sous-traitante à la fois de Renault et PSA. Et comme Renault et PSA, ils ont décidé, à un moment donné, de développer leur marché de sous-traitance plutôt en Tchécoslovaquie ou en Pologne, il manquait quelque chose pour, je dis GMS parce que c'est arrivé sur la place publique, mais il y en a beaucoup d'autres par là. Vous connaissez tous aussi comment toutes les grandes entreprises de l'habillement, par une sous-traitance en cascade, vont fabriquer leurs produits, maintenant plus en Chine, très peu, mais au Bangladesh. Donc baisse des cotisations sociales, recours massif à la sous-traitance et flexibilisation de l'organisation du travail avec toutes les réformes du droit du travail. Donc il y a eu la loi El Khomri 2016 et puis les ordonnances Macron 2017. Vous allez voir, c'est un certain nombre de... C'est 3 ou 4 dispositions clés qui illustrent bien comment, de cette manière-là, si vous voulez, c'est un élément supplémentaire pour réduire le coût de la rémunération, ou le coût du licenciement, ou le coût de la réduction d'effectifs, etc. Donc, il y a 3-4 points seulement. Les accords d'entreprise deviennent la norme. C'est ce qu'on a appelé l'inversion de la hiérarchie des normes. Dans le droit social français, il y avait
jusqu'alors une hiérarchie des normes. C'est-à-dire, il y avait la loi, il y avait ensuite les accords de branche et ensuite les accords d'entreprise. C'est ça la hiérarchie des normes qui existait dans le droit social. Et avec cette idée qu'un accord qui était conclu à un échelon inférieur ne pouvait déroger qu'en plus par rapport à l'accord de l'échelon supérieur. C'est-à-dire que s'il y avait beaucoup d'accords d'entreprise qui étaient signés en France, avant les ordonnances Macron ou la loi El Khomri, mais les accords d'entreprise qui étaient signés étaient plus favorables, forcément, que l'accord de branche. L'inversion de la hiérarchie des normes, c'est que désormais, l'accord d'entreprise, sauf dans un certain nombre de domaines qui sont identifiés, devient la norme. Et donc, il peut déroger en mieux ou en moins bien par rapport à l'accord de branche. Et ça, c'est très important parce que ça introduit forcément une forte concurrence entre les entreprises. Et quand il y a une forte concurrence entre les entreprises, ça tire plutôt les accords vers le bas. Autre disposition, le plafonnement des indemnités prud'homales. Tout ça, vous en avez un peu entendu parler, hein, en cas de licenciement. Donc, sans avoir à en démontrer la cause, les indemnités sont limitées, les indemnités de licenciement. Possibilité d'une rupture conventionnelle collective. Il y avait déjà la possibilité individuelle, la possibilité de la rupture conventionnelle collective. Là, si vous voulez, c'est pour faciliter à un moment donné le renouvellement de la main-d'œuvre sans passer par un plan de sauvegarde de l'emploi. Là, il n'y a pas à invoquer la cause, on se met d'accord sur un montant, il n'y a pas à se charger du reclassement. Donc voilà, et possibilité de rupture conventionnelle collective. Et c'est en route en ce moment chez Carrefour, par exemple. Justification, autre point important, justification d'un licenciement économique dans une firme multinationale fondée désormais sur le seul examen de la situation en France. Jusqu'alors, quand une firme multinationale faisait une procédure de licenciement collectif en France, pour une de ses filiales françaises, le juge, dans l'appréciation du plan de reconversion des travailleurs, avait toujours en perspective la situation globale de la firme multinationale. Vous allez comprendre un peu plus loin, je vais vous expliquer tout à l'heure, pourquoi aujourd'hui la situation de la filiale française, c'est du pipeau. C'est-à-dire il y a tellement de jeux d'écriture entre les filiales et les têtes de pont des groupes que la situation comptable d'une filiale française ne reflète jamais la réalité financière de cette filiale. Donc, si vous voulez examiner la situation, la seule situation de l'entreprise, si la tête de groupe a décidé de réduire les effectifs, elle va la mettre en difficulté, point final, et comme on ne pourra pas aller revoir les comptes du groupe, eh bien voilà. Voilà, donc c'est toutes ces mesures qui étaient, encore une fois, qui étaient déjà présentes en Allemagne, dans la loi Hartz, qui sont présentes dans tous les pays. C'est-à-dire, tout le monde fait ces réformes-là. C'est ça qui est fou, c'est qu'on est dans une espèce de dumping à la baisse permanente. Donc, accroître la flexibilité de la main-d'œuvre, concurrence accrue entre entreprises au sein de chaque branche. Donc, on voit là que ces politiques sont inspirées, pas seulement en France, par une obsession de la baisse du coût du travail. Voilà. Alors qu'on sait par ailleurs que la seule issue pour des économies développées comme celle de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, c'est pas en faisant du moins-disant social, c'est en sortant par le haut, par la qualité, par l'innovation, etc. Airbus, c'est pas en faisant du moins-disant social qui vend des avions. Les entreprises de machines-outils allemandes, c'est pas en faisant du moins-disant social, Mercedes non plus, etc. Donc l'issue pour les économies, donc l'obsession sur le coût du travail, c'est une obsession qui
est une espèce de comment dire, de coup de fusil sur la tempe. Hein. Et pourtant, comme disait l'autre, ça tourne. C'est-à-dire que tout le monde fait, tout le monde fait aujourd'hui la même chose. Et donc les expériences, il y a eu un certain nombre de bilans parce que les Pays-Bas se sont lancés dans ces politiques depuis le début des années 2000. Donc il y a eu toute une étude très approfondie sur les conséquences. Donc on voit que ces politiques de flexibilisation, elles se traduisent par une baisse apparente du niveau de chômage, mais par une explosion de la précarité. Hein, temps partiel, CDD, intérim, etc. Oui. Donc, si je comprends bien, avec le CICE, oui. Vous expliquez, ça va tout dans l'avantage de l'entreprise. Oui. Par exemple, en France, oui. les entreprises, oui. Oui. Et ça va tout au détriment des protections sociales. Oui. Oui. Donc, on va être dans le oui, c'est un des problèmes qu'on a à traiter collectivement. Jusqu'où on peut aller comme ça. Donc vous allez voir avec la concurrence fiscale, c'est que oui, on est dans cette dynamique-là, qui est une dynamique régressive. Je suis désolé, je préférerais que ça soit autre chose, mais c'est cette situation dans laquelle nous trouvons. On va en reparler, hein, parce que vous le savez, il y a toujours, j'arrête toujours mon exposé une demi-heure avant la fin pour qu'on puisse discuter. Hein. Donc rassurez-vous, je vous donne la parole. Là, je vous expose les politiques et après, on a du temps pour discuter. Donc, alors, cette pression sur le coût de la rémunération, sur le coût du travail, direct ou indirect, direct via les cotisations sociales, via la sous-traitance, indirect via l'évolution des droits du travail, cette pression sur le coût du travail, elle est produite par la mise en concurrence des économies des États membres, et elle a des conséquences importantes sur la situation des salariés. Donc, j'ai pas multiplié les chiffres, mais je vous en ai donné quelques-uns qui sont assez significatifs quand même. Il faut de temps en temps en donner. Hein. Donc la pression, d'abord, la pression sur le coût du travail, la première conséquence, c'est la montée des inégalités. Donc, là, j'ai donné les inégalités de revenus en 2016. 50% de la population touche 22% de la masse des revenus distribués. 1% de la population touche 14% de la masse des revenus distribués. Ce 1%, il ne touchait que 8% de la masse des revenus en 1980. Et juste un point de comparaison, donc 1% touche 14% des revenus. Aux États-Unis, ce 1% touche 20% des revenus. Inégalité de revenus, inégalité de patrimoine. Forcément, les inégalités de patrimoine, ce n'est que la conséquence. Les inégalités de revenus génèrent au fur et à mesure des années des inégalités de patrimoine croissantes. Donc si je donne simplement le chiffre des 1%, là aussi, dans le tableau il y a les 50%, les 10%, etc. Mais là je vous donne juste les 1%. Les 1%, en 1980, ils détenaient en France 17% du patrimoine. En 2014, en fait c'est 2015, en 2015 ils en détiennent 23%. Et pour les États-Unis, ce chiffre de l'équivalent du 23% de la France, c'est 39%. Donc, inégalité. La pression sur le coût de la rémunération du travail, c'est la montée de la précarisation. Et ça, on l'observe dans toutes les sociétés occidentales.
Ouais, si vous voyez les gilets jaunes, c'est ça, hein, en gros. Hein. La montée de la précarisation, donc vous avez d'abord une part croissante de la population active qui glisse vers les CDD ou le temps partiel. En France, vous avez 16% en CDD ou intérim, 15% en temps partiel, surtout les femmes, hein, 3/4. Hein. En Allemagne, c'est le temps partiel, maintenant, c'est 25% de la population active. Hein. Et vous le savez, à l'intérieur des CDD, c'est les contrats courts qui explosent. Hein, les contrats inférieurs à 1 mois, c'est 45% des embauches aujourd'hui. Alors, pour compléter ce tableau et pour que vous ayez une idée de ce halo, H-A-L-O, de la précarisation, je vous ai donné un petit tableau qui concerne des chiffres de fin 2017, qui sont très peu différents à fin 2018, où j'ai distingué les demandes d'emploi de catégorie A. Les demandes d'emploi de catégorie A, c'est la personne qui n'a pas d'emploi et qui en cherche un à temps plein. Il y en avait 3,4 millions. Mais quand vous ajoutez à ces demandes d'emploi de catégorie A les catégories B et C, les catégories B et C, c'est des contrats courts, des temps partiels, des emplois inadaptés, c'est-à-dire des gens qui, tout en ayant un emploi, sont demandeurs. Donc, qui ne sont pas satisfaits du tout, et pas simplement parce que, vous voyez, parce que, leur salaire n'est pas suffisamment élevé, etc. Hein, c'est pas du tout du caprice, c'est souvent du temps partiel ou du CDD. Donc, ils recherchent, ils sont inscrits. Vous en avez, quand vous additionnez ces différentes catégories, ça fait 5,6 millions. Parmi ces 5,6 millions, la moitié, 2,8, sont en longue durée, c'est-à-dire plus d'1 an. L'ancienneté moyenne de ces 5,6 millions, c'est 600 jours aujourd'hui en France. Donc c'est presque 2 ans. Je rajoute à ça, parce que ça fait partie, c'est ça, sinon on ne comprend pas la réalité. Il y a les catégories de demandeurs d'emploi, il y a aussi les auto-entrepreneurs, style Uber, c'est 1,2 million en France. Et puis, il y a ce que j'ai appelé dans mon texte les travailleurs désenchantés. Les travailleurs désenchantés, c'est des travailleurs qui ne sont même plus demandeurs d'emploi, qui se sont retirés du marché du travail, donc qui vivent RSA ou même de rien. Ils sont 1,5 million. Et ça, toutes ces stats, hein, c'est des stats de l'INSEE, c'est pas moi qui les ai fabriquées. Hein. Donc, vous voyez, quand on parle de précarisation, c'est toute cette population-là. Hein. Demandeurs d'emploi à plein temps, demandeurs d'emploi qui aujourd'hui sont à temps partiel, travailleurs désenchantés, auto-entrepreneurs, etc. Et cette montée de la précarisation, elle est observée dans tous les pays, pas seulement en France. Hein, donc dans tous les pays, il suffit de penser, Royaume-Uni, vous avez les contrats 0 heure. Contrat 0 heure, c'est un contrat, si on vous le propose au Royaume-Uni, vous êtes tenu de l'accepter. Sinon, vous ne pouvez pas avoir un contrat 0 heure et demeurer inscrit à Pôle emploi. 0 heure, ça veut dire que vous n'avez aucune garantie de la durée de travail qui vous est proposée. Une semaine, ça peut être 0 heure, et la semaine d'après, ça peut être 50 heures. Voilà. Vous avez signé quand même un contrat. Ça, voilà, c'est la forme la plus précarisée qui existe au Royaume-Uni. Chaque pays a inventé son modèle un peu type. Hein. En Allemagne, c'est les fameux mini-jobs à 500 €. Donc il y a plus de 2 500 000 mini-jobs en Allemagne. Et donc, juste je fais une parenthèse, parce que vous entendez ça tous les jours. On vous dit le taux de chômage en Allemagne, il est très faible.
Donc, sous-entendu, la France, c'est parce qu'on paye des prestations chômage, etc. Non, ok. On ne vous dit pas qu'il y a 25% des gens qui sont à temps partiel, qu'il y a 2 500 000 mini-jobs, etc. Ça, on ne vous le dit jamais. Qu'il y a je ne sais pas combien de travailleurs qui sont retirés du marché du travail, comme en France, et qui vivent aussi dans des conditions difficiles. Alors, cette montée de la précarisation, derrière cette montée de la précarisation, là, c'est quelques chiffres que je vous ai donnés pour que vous ayez une idée de l'ampleur que ça représente, donc, et qui n'est pas un phénomène proprement français, hein, loin de là, hein. Loin de là. Vous avez derrière des réalités, bien sûr, sociales et humaines, hein, que j'ai citées ici. Perte de pouvoir d'achat et endettement derrière ça. Mise en concurrence des salariés pour l'accès ou le maintien dans l'emploi. Reclassement, quand il existe, qui signifie souvent un déclassement financier et moral, etc. Et en plus, si vous voulez, cette précarisation... Et là aussi, vous retrouvez vous avez des facteurs comme ça qui évoquent quelque chose. Vous retrouvez avec la configuration gilet jaune, parce que la précarisation se concentre dans la France périphérique. Hein, c'est-à-dire les anciennes régions industrielles, les petites villes et villes moyennes, les espaces ruraux, pas les grandes métropoles, pas principalement les grandes métropoles. Donc, il y a non seulement cette fracture sociale, cette montée des inégalités, de la précarisation, vous avez aussi une fracture territoriale, hein, derrière, qui s'exprime. Alors, vous voyez, donc moi je donne ces chiffres, mais tous ces thèmes-là, perte de pouvoir d'achat, endettement, mise en concurrence, déclassement, etc., tous ces thèmes, bien sûr, sont traités abondamment par la littérature sociologique, par la littérature même journalistique d'investigation. Juste, je vous donne un exemple, parce que j'ai lu l'article il n'y a pas très longtemps, ça doit être dans le Monde diplomatique de janvier ou de février, et ça c'est quelque chose qui vous fait un choc. Le phénomène des Bright House au Royaume-Uni. Bright, vous voyez, ça veut dire brillant. Dans toutes les anciennes zones industrielles, très industrialisées, ce qui ont fait la grandeur du Royaume-Uni à une certaine époque, Manchester, Liverpool, etc., tous ces noms que les amateurs de foot connaissent bien, elles sont remplies de bright house, c'est-à-dire d'enseignes lumineuses qui sont extrêmement voyantes, même agressives du point de vue de la nuit, et qui sont des entreprises de location-vente. C'est-à-dire, on loue à la semaine, au jour, à la semaine, des machines à laver, des frigidaires. Voilà. Les gens sont tellement pauvres, ils louent. Vous lisez l'article, vous êtes stupéfait. Je savais qu'il y avait ces régions, anciennement, la force de l'industrie britannique, et ces régions étaient paupérisées, mais à ce niveau-là, je n'en avais pas conscience. Donc, si vous voulez, ce que je veux vous dire par là, c'est que derrière les chiffres que j'essaye de vous citer, moi je fais de l'économie, mais il y a des réalités humaines extrêmement impressionnantes, qu'on a du mal à subodorer, sauf si on se balade. Hein, je n'ai pas été à Manchester depuis très très longtemps, donc je n'ai pas eu l'occasion. Et là, c'est rempli de ça, c'est-à-dire que les gens vont louer. Et donc, vous voyez le prix qu'ils vont payer la machine. Ils ont calculé les taux d'intérêt dans l'article, etc. Mais c'est phénoménal. C'est phénoménal. Parce que, voilà. Mais ils n'ont pas à un moment donné le moyen d'acheter la matériel au prix fort. Voilà. Alors, comme ils ne peuvent pas s'en passer non plus dans le monde dans lequel nous vivons, eh bien, ils louent. Voilà. Donc, ça c'est un exemple. Mais vous pourriez aussi, et je le dis là aussi, prendre conscience de ces réalités sociales et humaines dans un certain nombre de films. Hein, j'en donne quelques-uns, là, des dernières, la loi du marché,
Stéphane Brisé avec Lindon, 2 jours, 1 nuit, les frères Dardenne, moi, Daniel Blake, Ken Loach, et puis même le récent, pour ceux qui l'ont vu, là, c'est tout à fait... Lui, c'est pas du grand art. Hein. Je veux du soleil, le film de Ruffin, sur qui a suivi 5-6 points et qui fait parler quelques figures de Gilets jaunes. Donc, face à cette dynamique, vous voyez, là je parle uniquement pour l'instant comme économiste, face à cette dynamique négative de concurrence sociale, mais la seule issue pour nous en Union européenne, c'est la sortie par le haut. On va jusqu'où on va aller comme ça? Et donc, il faudrait, c'est ce que je mets, là je parle en tant qu'économiste, et je prends bien soin de distinguer. Après, on en parlera éventuellement à un moment ou à un autre de mes préoccupations de citoyen, parce qu'entre ce que l'économiste analyse puis peut penser et la réalité politique à transformer, il n'y a pas une liaison directe, hein, vous en doutez bien, sinon... donc, il faudrait, pour renverser cette dynamique, une proclamation des 27 États pour un socle commun de droits sociaux, un seuil salarial et de cotisation sociale minimum et évolutif, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas à un moment donné de dire la Pologne demain matin va avoir le SMIC de la France, mais qu'elle ait un SMIC et qu'on soit dans une perspective de convergence dans le temps. Vous voyez bien que si nous nous inscrivions dans une perspective de convergence, même à partir de réalités sociales éloignées, ce n'est pas la même chose que de dire eh ben, cette perspective-là n'existe pas. Si on s'inscrit dans une perspective, ça change tout. S'il y a des échéances, vous voyez, renforcement de la participation des salariés dans les CE et CH, voilà, je donne quelques idées. Je donne quelques idées parce que c'est immédiatement, quand on fait l'analyse que je viens de faire, c'est immédiatement ce qui vient. Je ne suis pas le seul à dire ça, hein, je n'ai pas de grande originalité. Mais vous voyez bien qu'on n'arrivera jamais... Ou jusqu'où va-t-on aller si on veut rejoindre le salaire de la Pologne ou pourquoi pas celui de la Bulgarie, hein, voilà. Alors la difficulté que je pointe tout de suite, c'est sur cette question-là, et ça fait partie du problème. Et donc là, j'en ai bien conscience en tant que citoyen. C'est que sur la question sociale, comme dans celle que je vais traiter dans un instant, la question fiscale, c'est l'unanimité. Donc, vous voyez que cette convergence dont je parle là, elle est impossible. Voilà. Il faut quand même le dire. Dans l'état actuel des choses, donc comment on fait? Vous gardez ça dans un coin de votre tête et vous me direz comment vous... Voilà. Il ne faut pas rêver. Ce n'est pas demain matin, même si c'est ça qu'il faudrait faire, ce n'est pas demain matin qu'on va arriver, alors qu'on a mis 2 ans pour arriver à encadrer un tout petit peu le travail détaché, qu'on va arriver à une perspective de convergence sociale ou fiscale. Hein. Voilà, donc je passe à la concurrence fiscale. Autre gros morceau. Parce qu'elle vient, malheureusement, elle vient compléter. Elle ne vient pas atténuer la concurrence sociale, elle vient la compléter. Donc la concurrence entre les États membres fiscales, elle s'exerce en utilisant les 2 éléments du prélèvement de l'impôt qui sont le taux et l'assiette. Les assiettes, c'est-à-dire la base fiscale, elles sont totalement hétérogènes entre les États membres. Donc vous voyez, vous pouvez aller faire votre marché. Et les taux, ils sont aussi hétérogènes, et en plus, et on retrouve bien la logique que je viens d'essayer d'expliquer en 2 mots de la concurrence sociale. Le taux moyen de l'impôt sur les sociétés des pays de l'Union européenne a été divisé par 2 depuis le début des années 80. Hein, c'est-à-dire qu'en France, par exemple, au début des années 80, le taux de l'IS, c'était 42. Aujourd'hui, on est à 33, et vous savez qu'à l'échéance de la fin du quinquennat, c'est 25. L'Allemagne, on est passé de 56 à 30. Les États-Unis, de 46 à 22. Donc vous avez les taux de l'imposition qui ne cessent
de baisser. C'est-à-dire chaque État essaye d'attirer chez lui des investisseurs, des entreprises, en disant, ben voilà, moi je fais l'effort, je baisse. Et tout le monde fait pareil, les uns après les autres. Et donc, vous avez cette baisse, et en même temps, vous le savez, vous avez une très grande hétérogénéité des taux, puisque, bon, la France, pour l'instant, je vous l'ai dit, c'est 33, mais vous savez très bien, l'Irlande, c'est 12,5, Malte, c'est 5, etc. Donc, voilà. Alors, comment se pratique l'optimisation? Donc, il y a, je voudrais vous donner deux éléments d'analyse, deux éléments d'explication. Les modalités de l'optimisation et la chaîne de l'optimisation. Alors, les modalités et la chaîne de l'optimisation, parce que quand on dit optimisation, ça veut dire c'est pas de la triche, c'est simplement une réalité. Cette optimisation, elle s'appuie sur les différences de législation et de taux des différents États membres. Hein, il n'y a pas. Alors après, il peut se greffer des phénomènes de triche, hein, mais là, en toute légalité, on peut tout à fait jouer sur les différences d'assiettes et de taux. Alors, on en connaît beaucoup maintenant sur ces questions-là, aussi bien des modalités de l'optimisation que de la chaîne de l'optimisation. On en connaît beaucoup parce que depuis 4-5 ans, il y a eu l'exploitation de ces fameux Panama Papers, Paradise Papers. C'est quoi ça? C'est des fuites dans le système, des fuites et des lanceurs d'alerte, etc., qui ont réussi à récupérer des fichiers bruts et qui les ont confiés à une centaine de journalistes d'investigation dans le monde. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une équipe constituée de journalistes qui exploitent les données que un certain nombre de personnes, bien sûr que les sources ne sont pas révélées, leur confient. Donc en France, par exemple, c'est les journalistes du Monde qui sont dans le Monde, le journal, hein, qui sont dans ce consortium. Et donc, avec les Panama Papers, les Paradise Papers, on apprend. Donc la réalité dont je vais parler dans un instant, c'est une réalité qui n'est pas du tout une fiction. C'est le résultat d'exploitation de fichiers. Alors il faut beaucoup de temps pour les exploiter, beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que c'est des fichiers bruts. Donc il faut savoir décoder ce qu'il y a derrière. Hein. Mais voilà, donc on a beaucoup d'informations. Donc les modalités de l'optimisation, d'abord, il faut savoir, et ça c'est justement ces Paradise Papers, Panama Papers qui nous l'apprennent, elles sont permises parce que les firmes multinationales contractent avec des cabinets conseils internationaux. Vous avez des grands cabinets conseils juridiques internationaux dont le boulot, c'est d'analyser les législations fiscales. Donc ils vous disent, ben voilà, si vous avez des brevets à déclarer, vous allez plutôt les déclarer là que là. Si vous avez des dividendes à déclarer, vous allez les déclarer là plutôt que là. Tout à l'avenant. C'est-à-dire qu'ils repèrent les trous de gruyère des différentes législations fiscales et ils donnent du conseil. Eux, leur boulot, c'est d'analyser les législations fiscales dans le monde entier. Ces cabinets conseils. Donc les modalités de l'optimisation, il y en a trois principales modalités. La première, c'est les prix de transfert. Ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure quand je parlais de la filiale française d'une grande firme multinationale, et que les comptes de cette filiale française sont des comptes qui n'ont pas de sens. Voilà, sur le plan économique. Pourquoi? Parce qu'il y a le prix de transfert. C'est-à-dire que les filiales échangent entre elles, échangent avec la tête du groupe à des prix qui sont des prix totalement fictifs. Hein? Et donc le but, avec ces prix de transfert, c'est de concentrer les bénéfices là où le taux de l'imposition sur les sociétés est le plus faible. Voilà. Donc c'est la modalité la plus courante, les prix de transfert. La deuxième modalité de l'optimisation, c'est les niches fiscales. Bien sûr, je vous ai dit, les bases fiscales, l'assiette fiscale de la France, elle n'est pas la même que celle de l'Allemagne, pas la même que celle de l'Italie, pas la même que celle de la Belgique. Donc on n'impose pas les mêmes choses de la même façon. Donc, vous avez des niches.
Hein. Donc si vous avez par exemple, en France on pratique, je vous ai parlé tout à l'heure du crédit d'impôt sur les cotisations sociales, mais on pratique aussi un crédit d'impôt sur les dépenses de recherche. Eh bien, voilà, les entreprises, elles vont localiser leurs recherches en France parce qu'elles bénéficient d'un crédit d'impôt. Voilà, c'est un exemple. Voilà, ça c'est une niche. Et vous faites la même chose dans les différents domaines. Donc la deuxième modalité de l'optimisation, c'est les niches. Et la troisième, ça on l'a appris que récemment, alors celle-là elle est encore plus tordue, alors là on est presque dans la limite de la concurrence déloyale entre États, c'est ce qu'on a appelé les rulings. C'est-à-dire c'est les accords directs entre les gouvernements et les directions des firmes multinationales pour qu'ils, s'ils déclarent leurs impôts chez eux, ils bénéficient d'une réduction maximum. Donc voilà les trois modalités qui ont émergé à la lecture de ces documents, Panama Papers ou Paradise Papers, les trois modalités de l'optimisation. Alors après, il y a la chaîne de l'optimisation. Parce que ces sommes qui sont économisées, l'objectif, c'est bien sûr, c'est de les distraire du fisc. Et là, ce que montrent encore ces documents, c'est la tête de pont dans la chaîne de l'optimisation, c'est les grands groupes bancaires. Il y a, disons, une quinzaine de groupes bancaires qui sont présents dans les quatre coins du monde, dont les trois banques françaises d'ailleurs, hein. Enfin françaises entre guillemets, nos banques chez lesquelles nous avons nos comptes, Société Générale, Crédit Agricole, Crédit Lyonnais, BNP. Elles sont présentes dans ce qu'on appelle cet oligopole bancaire, c'est-à-dire un minimum très réduit de grandes banques, donc qui interviennent à deux niveaux. Premier niveau, c'est elles qui vont mettre en relation les directions des firmes multinationales avec les cabinets conseils. Ça, c'est leur premier boulot. Vous voyez, une firme nationale est cliente du Crédit Lyonnais, eh bien la direction du Crédit Lyonnais va lui trouver un cabinet conseil qui va conseiller la direction de cette entreprise pour optimiser ses déclarations fiscales. Ça, c'est la première, dans la chaîne de l'optimisation, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est une fois que les sommes sont optimisées, c'est par toute une série d'étapes de les transférer vers des paradis fiscaux. Donc, et ça, c'est, si vous voulez, donc vous voyez, les grands groupes bancaires interviennent à ces deux niveaux, comme conseil, et ensuite comme gestion de la chaîne de l'optimisation en direction des paradis. Et tout ça apparaît. On a, alors là, on donne pas les noms on donne pas toujours, les journalistes donnent pas toujours les noms des entreprises, mais ils disent dans un certain nombre, l'entreprise X, etc., tant de bénéfices, tant déclarés, son groupe bancaire c'était un tel, etc., et la direction des sommes, ça a été les îles Bahamas, ou tout ce que vous voulez. Alors, cette optimisation dont je parle, il faut quand même bien avoir conscience que ces pratiques, elles vont assécher les ressources des États. Eh bien oui. De la même façon que quand on fait de la déduction de cotisations sociales, il faut bien à un moment donné, si on veut continuer d'alimenter les régimes de prestations sociales, il va bien falloir cet argent qui a été distrait du point de vue des cotisations sociales, il va falloir les trouver ailleurs, TVA, CSG, etc. Là, c'est pareil. Les ressources fiscales, à un moment donné, bien, elles sont diminuées d'autant. Et donc, les estimations les plus courantes, le manque à gagner pour la France, c'est 60 à 80 milliards par an. Donc, c'est pas des quantités négligeables. Et si vous voulez, ça, pour l'instant, on n'est pas du tout dans l'illégalité, là. On utilise les failles des systèmes nationaux.
Donc, là, sur ces questions-là, on a un tout petit peu plus, parce que ça, c'est Panama Papers, etc. Ça a eu un certain écho, donc il y a une pression de l'opinion. Donc il commence à y avoir quelques réactions des États. Donc là, le G20, vous savez ce que c'est, hein, le groupe des 20 États, etc. Ça aussi, j'en reparlerai un peu parce que c'est une instance qui est née au lendemain de la crise financière de 2008. Avant, il y avait le G7. Au lendemain de la crise financière, on a élargi la concertation, donc le G20. Le G20, il affirme des objectifs. Hein. L'échange automatique de données bancaires et un objectif commun de taxation des firmes multinationales. L'échange automatique de données bancaires et un objectif commun de taxation des firmes multinationales. L'échange automatique de données bancaires, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le résident d'un pays veut ouvrir un compte ou réaliser une transaction dans un autre pays, le fisc de son pays d'origine, de ce résident, il sera automatiquement informé. Ça, c'est l'échange, c'est sur le papier. C'est l'échange automatique de données bancaires. Vous voyez que pour que... Alors, on a fait quelques progrès, il faut être honnête. Depuis que cette procédure a été mise en œuvre, a commencé à être mise en œuvre depuis 2017. Pour que ça fonctionne, vous voyez tout de suite les conditions. Pour que ça fonctionne, il faut que les plus grands pays acceptent de rentrer dans le jeu et qu'il y ait le moins possible de résidus, c'est-à-dire de paradis fiscaux qui restent en dehors de la chaîne. Sinon, si vous faites de l'échange automatique mais que la moitié des paradis fiscaux sont absents, vous n'aurez pas les informations. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que ça marche. Hein. Donc on commence à progresser, on fait des listes noires de paradis fiscaux, l'Europe publie des listes noires de paradis fiscaux, de façon à les montrer du doigt. On avance un petit peu, mais c'est un énorme boulot parce que il faut bien voir qu'en plus, et ça aussi les Paradise Papers ou Panama Papers l'ont montré, vous n'avez jamais le nom de l'individu X qui apparaît. C'est toujours des prête-noms divers. Donc, vous voyez le problème. Hein. Mais il y a une chaîne qui a été mise en place, et vous voyez ce qui est intéressant à partir où elle se met en place, c'est que le fisc n'a plus à demander à un moment donné systématiquement l'information. Quand les États sont signataires, l'information lui parvient directement. Voilà. Donc ça, c'est un élément important qui n'est pas du tout au bout du processus. Hein. Mais il y a des choses qui ont avancé sur ce terrain-là. Alors, je vais reparler dans un instant de l'objectif de taxation des firmes multinationales. Alors, dans les réactions des États, il y a une directive de l'Union européenne de 2015 qui exige maintenant un rapport annuel d'activité pays par pays pour les banques de l'Union européenne. Donc ça veut dire que le Crédit Lyonnais, par exemple, doit chaque année déclarer le nombre de filiales, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires de chaque filiale. Si vous voulez, ça c'est une manière de voir son activité dans les paradis fiscaux. Voilà. Si le Crédit Lyonnais nous dit qu'il a un chiffre d'affaires, je ne sais pas de combien de milliards aux Bahamas, ça va quand même sembler... voilà. Donc c'est une manière un peu complémentaire de l'obliger à expliquer ce qu'il fait aux Bahamas. Alors il y a eu un autre projet dans le même sens qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel, qui était dans la loi Sapin de 2016, qui était d'obliger les grandes firmes multinationales, pareil, à déclarer leurs activités pays par pays.
Ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel parce que le Conseil constitutionnel a dit ça, on ne peut l'imposer qu'aux firmes juridiquement françaises. Et donc, si vous l'imposez aux firmes juridiquement françaises et pas aux autres qui exercent une activité en France, vous créez une distorsion. Voilà. Donc ça, pour l'instant, il faudrait le faire effectivement aussi à l'échelle de l'Union européenne. Vous voyez, c'est une manière, là aussi, d'avoir une vision un peu plus exacte, plus approchée de la réalité de l'activité des grandes entreprises dans les différents pays. Et puis, alors toujours dans les réactions des États, il y a, à la suite de toutes les révélations dont je vous ai parlé dans un instant, il y a eu les enquêtes de la Commission européenne sur les rulings, c'est-à-dire ces accords directs entre gouvernement et direction de firmes multinationales. Et vous avez bien sûr tous entendu parler, en 2016, des 13 milliards d'euros d'arriérés fiscaux pour Apple en Irlande. Puisque, si vous voulez, non seulement Apple, il faisait des prix de transfert, donc c'est-à-dire qu'il centralisait ses bénéfices en Irlande parce que le taux d'imposition est plus faible qu'ailleurs, c'est 12,5 par rapport à la France où c'est 30. Et en plus, il y avait un accord direct qui était inconnu jusqu'alors, et c'est ça où là, vous voyez, ça pose question au sein, parce que là, encore que les États, on peut le regretter, aient des législations fiscales différentes, mais qu'un gouvernement d'un pays face aux autres ne disent pas « moi j'ai traité directement avec Apple », voilà, ça c'est plus problématique. Et la preuve, c'est que les 13 milliards d'arriérés fiscaux, le gouvernement irlandais ne les voulait pas. Vous vous souvenez de cette histoire? Et non, il ne les voulait pas. Il ne les voulait pas parce que c'était reconnaître quelque part qu'il était pris en défaut dans une action politique qu'il jugeait légitime. Voilà. Dans un monde de concurrence, voilà, il jugeait que c'était légitime d'utiliser ce moyen-là. Donc il y a ces enquêtes qui sont, du coup, avec les révélations, ça donne des billes. Vous voyez donc depuis, alors là aussi, vous voyez combien c'est difficile. Depuis, qu'est-ce qu'a décidé la Commission, puis le Conseil européen, c'est-à-dire des chefs d'État et de gouvernement? Il exige depuis la publication des rulings. C'est-à-dire que chaque État doit dire aux autres, désormais, voilà, j'ai fait des rulings. Mais on ne les a pas interdits. On ne les a pas interdits. Mais il y a une pression indirecte. Voyez. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, pour vous dire que c'est pas anecdotique, là, je vous parle de 13 milliards pour Apple, mais l'année dernière, le gouvernement des Pays-Bas a radié 4000 rulings, c'est-à-dire 4000 accords directs. C'est énorme. C'est simplement parce qu'ils ne voulaient pas être montrés du doigt à tout bout de champ pour avoir, si vous voulez, quelque part, un peu tricher, entre guillemets, vis-à-vis de ses collègues. Donc, vous voyez, c'est des pratiques qui sont des pratiques qui étaient institutionnalisées. Hein. Ça veut dire que l'Europe ne fait pas son boulot? L'Europe, c'est les États. C'est nous. Hein, c'est tout le problème. Hein. Et donc je continue, puis on va reparler de ça. Alors là aussi, j'ai mis dans ma note, parce qu'il n'y a pas que les États, j'insistais là-dessus, c'est parce que quand je suivais le procès Kerviel, ça me venait à l'idée. Je veux dire, c'est aussi un changement culturel profond dans le monde financier. Puisque qu'est-ce qui est valorisé aujourd'hui dans le monde financier? C'est la prise de risque, c'est le contournement de la règle, et ce n'est pas les valeurs d'intégrité. Donc ça aussi, vous voyez, on dit il y a le politique, bien sûr qu'il y a le politique, et le politique, il agit dans des perspectives de concurrence ou d'harmonisation, etc. Mais à la base, quand je vous dis tout à l'heure,
le cheminement de l'optimisation et que je vous mets en exergue le rôle des grands groupes bancaires, là aussi, vous voyez, c'est ça que je parle de la culture. La culture, c'est d'échapper à la règle. La culture dominante dans le monde financier, c'est on contourne la règle quand même. Donc voilà, c'est vous dire, c'est pour vous montrer que dans ce monde financiarisé, mondialisé que nous connaissons, qui a grossi sur ces bases-là depuis des années 80, progressivement, tous les constituants de la société sont imbibés de ces valeurs. Hein. Et donc, forcément, à un moment donné, il y en a un qui se fait prendre. Bon, voilà. Alors, il avait peut-être un peu chargé ce jour-là, Kerviel, il ne faut pas parler de lui, mais bon, il était dans un monde où ils étaient tous comme ça, quoi, poussés à... Hein, donc, alors, là aussi, l'issue, c'est la sortie par le haut. Ben, bien sûr, la sortie par le haut, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire 3 choses au niveau, par exemple, de l'Union européenne. La mise en place d'une assiette commune, eh oui, qu'on ait la même base fiscale, qu'on taxe la même chose. Et donc là, il y a un projet qui s'appelle le projet Axis, assiette commune, etc., de l'impôt sur les sociétés, qui est en chantier depuis 2012, mais c'est très difficile à déboucher. Hein, et donc, c'est pour ça qu'en attendant que nous débouchions sur une assiette commune, par exemple, on avait dit on va avancer au moins sur les GAFA. Et vous voyez que sur les GAFA, ça bloque aussi. Ça bloque aussi. Donc la France a pris une initiative seule. Bon, c'est bien, ça vaut clair, mais ça ne ramènera rien. Très, très peu de choses. Et puis l'idée, c'est quand même d'avancer ensemble sur ces questions-là. Donc il faut une assiette commune, donc il y a un projet, mais bon, on voit bien toutes les difficultés, puisqu'il y a un certain... Vu les écarts, chacun pense qu'il va garder un avantage sur le voisin. Et donc que si on met une assiette commune, il va perdre. Hein, bon, après, il faut un mode de calcul. Si on a une assiette commune, il faut après un mode de calcul harmonisé du bénéfice dans le cadre des firmes multinationales, c'est-à-dire qu'on ait une espèce de comptabilité consolidée des différentes filiales. Mais ça, c'est un problème technique, hein, pour ne pas les imposer 2 fois. Et puis, surtout, le contrepoint de l'assiette commune, c'est progressivement, après, une fois qu'on aura une assiette commune, c'est-à-dire une base commune, eh bien d'avoir une convergence des taux. Voilà, puisque aujourd'hui, on va de 5% à 35%. Ce qui est loin d'être négligeable. Et donc là aussi, la question qui se pose, c'est comment on avance, sachant que sur la question fiscale, comme sur la question sociale, c'est la règle de l'unanimité qui prévaut. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Vous en avez déjà pris plein la tête. Donc, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse discuter. J'en profite tout de suite, puisque, bon, je suis à peu près dans les temps. Donc, vous allez avoir du temps éventuel pour dire ce que vous en pensez, puis pour poser vos questions. Je dis le mot que je voulais dire au départ, parce que la question m'avait été posée la dernière fois, et c'était juste à la fin, et donc je n'avais pas eu le temps d'y répondre. Et c'est une question qui est importante, c'était une question sur l'élargissement. Et on me disait, mais pourquoi on a fait l'élargissement, en gros? Pourquoi on a fait l'élargissement? Cet élargissement, on est passé d'un coup de 15 à 28 dans les années 2000. Hein. Et donc, si vous voulez, il y a... Alors, du point de vue des États, disons, de l'Est, on voit bien l'intérêt. Il y a un intérêt double. Il y avait un intérêt dans les intérêts géopolitiques, s'éloigner de la Russie, et il y avait des considérations économiques, c'est-à-dire l'accès possible, avec la liberté de circulation des hommes, des services, des capitaux, l'accès possible au marché du travail de l'Ouest, parce qu'il y avait des excédents de main-d'œuvre, etc. Et puis,
il y avait pour eux l'entrée dans un certain nombre de fonds, la possibilité de récupérer un certain nombre de fonds, notamment les fonds de la politique agricole commune, et je vous avais parlé au début, ces deux politiques qui ont été mises en place dans les années 60-70, la politique régionale, c'est-à-dire ce qu'on appelle les fonds structurels pour les régions en retard. Or, elles étaient toutes en retard par rapport à la moyenne d'Europe. Donc, il y avait forcément pour eux un avantage sur ces deux plans-là. Alors, de l'autre côté, c'était moins évident, beaucoup moins évident. Et donc, des deux côtés, il y avait, on peut retourner l'argument géopolitique, il y avait éloigner, affaiblir durablement la Russie, hein, en la coupant de sa sphère d'influence, et il y avait surtout des arguments économiques. C'est-à-dire que les grandes entreprises, notamment les grandes entreprises allemandes, elles voulaient pouvoir profiter d'une main-d'œuvre à bon marché, bien formée, et dans des pays où le taux d'imposition était très faible. Voilà. Et donc, si vous voulez, et vous le voyez très bien aujourd'hui, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Hongrie, c'est la base arrière de l'industrie allemande. Et si vous voulez, ça a été en plus renforcé par les fonds européens, puisque les fonds européens qui permettaient aux régions de ces pays de récupérer une partie de leur retard, elles amélioraient les réseaux d'infrastructures, donc elles facilitaient les échanges par route ou par fer avec l'Allemagne. Donc ça a aussi profité un peu aux entreprises, aux grandes entreprises. Les grandes entreprises étaient pour l'élargissement. Et les grandes entreprises allemandes étaient à fond pour l'élargissement. Et si vous voulez, historiquement, l'Allemagne retrouvait ses bases naturelles de puissance. Elle les avait moins sur le plan politique, mais elle les avait sur le plan économique. Et c'est un élément supplémentaire. Et je trouve... l'autre fois aussi, j'ai émis quelques critiques sur la politique de la France dans le cadre du système monétaire européen en 1983. Je pense que sur la question de l'élargissement, la France n'a pas négocié. Et encore une fois, rappelez-vous quand même ce que je vous disais l'autre fois, avant l'élargissement, nous n'étions que 15. Et donc le poids de la France, il était très important. Et donc on pouvait négocier d'autres conditions, c'est-à-dire si il y avait un vent de l'histoire pour absolument faire l'élargissement, il fallait faire l'élargissement avec comme contrepartie des avancées fiscales et sociales et des politiques communes. Et je trouve que là, la France n'a pas bien négocié, comme pour le traité de Maastricht, c'est mon point de vue. Hein. Après, on peut tout ça c'est là, vous voyez, je passe, et c'est pour ça que je le dis, je passe d'une casquette d'économiste à une casquette de citoyen. Hein. Donc, ce point de vue que je formule, il est tout à fait discutable, hein, bien sûr. Mais moi, c'est mon point de vue. Je pense que nous avons laissé faire, sans percevoir. Il y avait l'idée, on encadre l'Allemagne réunifiée dans l'Europe avec la zone euro, et c'était comme si c'était une fin en soi. Mais non, parce que l'Allemagne, elle a reconstitué les bases de sa puissance économique avec cette vaste base arrière maintenant. Il n'y a qu'à aller faire un petit tour en Tchécoslovaquie, en Hongrie, etc. Toutes les entreprises allemandes, toutes, elles ont leurs sous-traitants, etc. C'est comme si... Et comme il n'y a pas de frontières. Ça, voilà. Donc, voilà, c'est mon point de vue je pense que nous pouvions négocier, à un certain moment, des contreparties, à un certain moment, d'ailleurs, de l'histoire, même sur le traité de Maastricht, et que la balle n'a pas été saisie, c'est mon point de vue. Voilà. Voilà, donc...